Alors ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils arriveront à être, un peu plus précis, sur les faits, en introduisant toutes sortes de garde-fous ou en introduisant toutes sortes de plugins qui permettent de relier, en fait les LLM, à des bases de données, justement, par exemple sur la géographie, sur l'histoire et cetera, et aussi être meilleur en arithmétique, en maths. Donc ils nous expliquent que ça sera significativement meilleur en maths et sur le voilà, la précision des faits. Bon, bah, ça reste à voir parce qu'encore une fois, ce qu'on comprend, c'est que fondamentalement, ça il y a cette capacité à fabuler et derrière, on va rajouter des couches, mais il y aura toujours un moyen de faire partir le LLM en vrille d'une certaine manière parce que congénitalement, c'est fait pour, approximer, on va dire, la réalité et juste produire quelque chose de statistiquement pertinent, crédible, mais Mmh. pas nécessairement bon. Donc il y aura toujours ce risque et c'est vrai que à mon avis, ça paraît dangereux de confier des tâches, trop importantes à ce genre de système. Mais il y a tellement d'applications par ailleurs où ça peut être utile, où le droit à l'erreur, il existe que ça va quand même constituer une disruption, donc je suis pas trop inquiet. Mais si on veut vraiment aller au-delà, surtout pour les modèles, et c'est là où ça peut aussi devenir dangereux, en fait, paradoxalement, c'est dès lors qu'on va vouloir, que l'IA nous aide vraiment, en fait, on va vouloir lui donner de l'autonomie, en anglais agency. En gros, on va vouloir lui dire: «Tiens, voilà un objectif, maintenant tu te débrouilles, tu as accès à internet et tu me trouves une solution». Et parce que là, on parlera enfin de véritables systèmes intelligents et dès lors qu'on va leur, conférer un peu d'agency. Mais c'est là où ça peut devenir dangereux aussi parce que parfois, alors Yann Lequin a un beau jeu de dire: «Oui, on va leur assigner un objectif et on va leur imposer des contraintes», mais, expliciter très clairement des contraintes, il y a rien de plus dur, parce qu'on essaie par exemple d'aligner les êtres humains depuis la nuit des temps avec des textes de loi, et entre l'esprit de la loi et la lettre, je veux dire, on voit bien Ouais. qu'à chaque fois, il y a toujours des petits malins pour trouver des failles. Et donc, elle, l'IA, elle a même pas besoin d'être mal intentionnée, c'est juste que on lui a assigné un objectif, elle va tester toutes sortes de solutions et elle va pouvoir trouver des chemins auxquels on n'aurait jamais pensé et qui vont respecter la lettre de la loi, mais pas nécessairement l'esprit de la loi ou des règles qu'on aura. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Yann Lequin, qui est évidemment un ingénieur très compétent, mais ça n'est pas un philosophe, ça n'est pas un penseur, ça n'est pas un législateur. Donc en fait, on ne peut pas le croire sur parole sur tout ce qu'il nous dit, parce que ça dépasse l'ingénierie au bout d'un moment, toutes ces questions-là. Je veux dire, et on a son confrère Joshua Bengio, qui est donc un des trois autres parrains du deep learning. Hein. Il y en a trois grands, et il y a notamment aussi Jeffrey Hinton. En fait, sur les trois, il y en a deux qui s'inquiètent justement du moment où au-delà des LLM, hein, parce que ce ne sont pas les LLM qui vont nous échapper, mais les modèles d'après qui seront encore plus performants et à qui on va donc vouloir confier de l'autonomie, de l'agency pour qu'ils soient justement, qui nous aident, quoi, qui puissent en autonomie accomplir un certain nombre de tâches, eh bien, ils s'inquiètent que si ces systèmes deviennent plus intelligents que nous et qu'en même temps, donc ils aient de l'autonomie, bah, qu'ils nous échappent en fait. Comment on peut espérer contrôler donc quelque chose de plus intelligent que nous, et même si c'est pas encore complètement plus intelligent que nous, si c'est quelque chose qui finalement peut arriver dans les mains de tout le monde, bah, du fait de peut-être de l'essor de l'open source et autres, ça peut aussi tomber dans des mains, mal intentionnées. Donc il y a un gros danger là de ce point de vue-là, que ce soit parce que ça tombe dans des mains mal intentionnées, que ce soit parce que, ça nous échappe, il y a un danger. Alors certains disent même existentiel. Moi enfin c'est pas à moi de le dire, mais il y a beaucoup de gens très sérieux qui s'en inquiètent. Encore une fois, à commencer par 2 des 3 parrain du deep learning. On parle de choses très sérieuses. Il s'inquiète du risque existentiel. Joshua Benjo, il a fait un long papier fin mai pour expliquer que très clairement, on est parti pour produire des systèmes plus intelligents que nous. Ces systèmes, en fait, dès lors qu'on va leur confier, et c'est ça la grosse différence, on peut avoir un système qui est intelligent mais qui est passif, qui attend qu'on le prompte et qui nous répond et qui est limité à la limite à des échanges textuels. Et puis vous allez avoir des systèmes beaucoup plus autonomes, avec beaucoup plus d'agency, à qui vous allez confier un accès à Internet et qui vont échafauder des stratégies, qui vont peut-être commencer à communiquer en langage humain avec des millions de gens en même temps pour les convaincre de faire ceci ou cela, qui vont missionner des freelances pour accomplir toutes sortes de tâches dans le monde physique. Enfin, je veux dire, ça peut vraiment aller très très vite. Et donc, espérer pouvoir contrôler des systèmes plus intelligents que nous, c'est-à-dire c'est parce qu'on arriverait à leur imposer des contraintes, mais en fait, alors Yann Lequin a un beau jeu de nous le dire, que ça sera en fait simple et qu'on procédera en itérant et qu'on trouvera les contrepoids pour modérer justement les risques, etc. Mais vous avez beaucoup d'autres qui expliquent que c'est une vue de l'esprit, ça va être très compliqué, que par défaut, on n'y arrivera pas. Les explications de Thomas sont si intéressantes que j'ai envie d'avoir son avis sur ce sujet. Pourrait-on imaginer
que les couches à venir, le nouveau paradigme en matière d'IA, soient capables de produire quelques recommandations en termes d'éthique, de droit, de morale, de mesure de l'empreinte environnementale globale de ce qu'on est en train de faire ou pas faire? Peut-on imaginer quelque chose à ce sujet? Et Alors d'ailleurs, Thomas, puis j'en ensuite reviens alors, Antoine. quand Thomas vient de faire ses explications, d'où vient alors son formidable enthousiasme au début de son intervention sur les innovations successives? Je ne comprends pas d'où vient cet enthousiasme débordant. Quelque chose m'échappe.